Après 11 longues années, le corps du lieutenant Adal Golding est enfin rentré chez lui, alors que de nouveaux témoignages glaçants émergent de la part des otages, évoquant des abus sexuels horribles. Avec le refus du Hamas de déposer les armes et ces révélations qui ébranlent la nation jusqu'au plus profond d'elle-même, Israël est-il au bord d'une confrontation finale et décisive? Et à New York, une vidéo choquante ayant fuité révèle qui finance la nouvelle maire anti-israélienne récemment élue, Mamdani. Que Dieu nous aide, nous allons tout déballer ici même sur le campus. Bienvenue à tous de retour sur le campus. Et ici, dans nos studios de Jérusalem, avec ma merveilleuse co-animatrice Émilie Schrader. La militante des droits de l'homme et journaliste Shoshana Keats-Jasko, fondatrice de Hoshmat Tashim, Élever la voix des femmes orthodoxes, et une co-animatrice invitée spéciale. Tout droit de Londres, Stéphane Phillips. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Lord Stéphane Phillips de X, mais il est le directeur exécutif des groupes de ressources pour les employés juifs. Il nous expliquera cela plus tard. Bon retour parmi nous. Et nous avons une émission pour vous. Les restes de Hadar Golding reviennent en Israël 11 ans après une campagne incessante menée par sa famille. Et bien sûr, le Hamas a encore essayé de faire des manœuvres de dernière minute pour ne pas rendre le corps. Et par-dessus tout cela, nous avons ces récits bouleversants d'abus sexuels venant de l'une des captives qui est revenue. Regardez ça! Ils m'ont dépouillé de tous mes vêtements, de mes sous-vêtements, de tout. Ils m'ont attaché par... C'est de la violence sexuelle? Et son objectif principal était de m'humilier. Le but était d'écraser ma dignité et c'est exactement ce qu'il a fait. Ont-ils fait d'autres choses comme ça? Ouais, et c'est difficile. C'était une chose horrible. C'est quelque chose que même les nazis n'ont pas fait. Mais comme le Hamas refuse de désarmer, est-ce qu'on s'attend à une nouvelle confrontation? On voit ce qui se passe au Liban. Ils se réarment, ils descendent vers le sud. Est-ce qu'on va assister à une seconde phase de toute cette guerre? Émilie, qu'en penses-tu? Oui. Encore? Oui. Oh là là! Eh bien, je pense que nous verrons un autre tour. Et De tout? eh bien oui, parce que, je veux dire, on le sait déjà, en fait, littéralement. Quelques jours après la fin du conflit Iran-Israël en juin, ils tentaient déjà de créer un nouveau groupe proxy au Soudan. Rien que l'année dernière, malgré toutes les sanctions, malgré tous les obstacles auxquels le régime est confronté en Iran, ils ont envoyé plus d'1 milliard de dollars à Hezbollah pour la reconstruction au Liban. Cela devait arriver. Pendant ce temps, nous... Le Hamas, toujours présent, reste un proxy du régime et subsistera tant que ce dernier existera. Envoyer 1 milliard de dollars à un pays qui meurt de faim et a soif. En Iran et au Liban, l'armée libanaise n'a pas pu contrôler le Hezbollah. Ils avaient une chance unique. Et ce qui va se passer avec la Syrie, Dieu seul le sait, parce qu'Al-Jarrah, ou peu importe son nom, Jolani, joue au basket à la Maison-Blanche. Shoshana? Je ne sais même pas quoi dire. J'ai l'impression que... Je ne sais pas. Habituellement, Émilie est très précise dans ce domaine. Je suis un peu triste qu'ils disent oui, car pour moi, c'est non. Je viens de nettoyer la mamade. Je commençais à m'habituer à l'absence de sirène, à ne plus m'inquiéter pour mes enfants, ni penser au Kailim. C'est presque trop beau pour être vrai qu'ils rentrent tous à la maison et en terre et que certains ne soient toujours pas rentrés. La deuxième manche, c'est la 67e 30 millions. Je ne sais pas comment tu te débarrasses du Hezbollah quand ils ne veulent pas qu'on se débarrasse d'eux. Comment tu te débarrasses de l'Iran quand ils ne veulent pas qu'on se débarrasse d'eux? Et faisons-le. Enfin, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Eh bien, à moins d'aider le peuple à renverser la République islamique d'Iran, comme il le demande depuis 4 ans. Qu'est-ce que c'est là-bas? Honnêtement, C'est comme investir dans des infrastructures pour leur donner Internet pendant les protestations. Cela ressemble, si possible, à les armer. Cela ressemble à soutenir des groupes d'opposition afin d'avoir une opposition unie. Cela évoque l'application totale des sanctions et la responsabilisation de régimes comme la Russie et la Chine. tu parles du monde entier. Leurs exportations de pétrole n'ont jamais été aussi élevées depuis 2015, surtout l'an dernier. Comment l'expliques-tu? N'ont-ils pas juste? À un moment où il y a des sanctions sans précédent. N'est-ce pas ce qu'on a fait? Ils viennent de réimposer les sanctions contre eux. Mais personne ne sanctionne ceux qui les aident, comme la Chine et la Russie.
Et au final, ils sont la tête du serpent et tout le terrorisme exporté vient d'eux. Je pense que la différence aujourd'hui avec Gaza, c'est que nous sommes sur cette ligne jaune représentant 53% de la bande et nous restons là. Ces personnes ne se réarment pas. Donc, cela signifie simplement que nous avons un peu plus enfermé les terroristes. Et maintenant, ils doivent s'inquiéter de la façon dont ils gèrent leur propre population, ce qui va être un grand défi pour eux, pas pour nous. C'est peut-être une petite victoire. Stéphane, bienvenue. Je pense que la chose la plus triste pour moi, et merci de m'avoir invité, quelle sacrée bande de personnes formidables ici. Ce qui me rend le plus triste, c'est d'entendre un oui. C'est mon 4e voyage en Israël depuis le début de la guerre. J'étais ici le 7 octobre. Non, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Et c'est la première fois que j'ai l'impression que le nuage s'est un peu dissipé et déplacé. J'ai atterri. Peu de visages, juste quelques-uns. Tout paraît un peu différent. Je ne sais pas ce qu'est la normalité ici, mais on sent que c'est après. Quand Émilie dit oui, c'est comme « Oui, je doute qu'on y arrive aussi bien. Combien de barres de chocolat pouvons-nous t'envoyer? Franchement, ça suffit. » Nous sommes simplement réalistes et confrontés à une mentalité qui ne croit pas à la paix, seulement à la houdena. C'est la paix entre les guerres à quoi Israël s'est habitué. Toute notre existence en tant qu'État moderne ici, c'est la paix entre les guerres. C'est ainsi que notre économie prospère. En réalité, on n'en parle pas et beaucoup restent pessimistes sur l'économie israélienne. Le shekel israélien est plus fort que jamais et même une guerre ne l'a pas fait chuter. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Les gens demandent pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, très discrètement, il y a tellement d'investissements, il y a tellement de centres de données d'intelligence artificielle qui sont construits en toute discrétion. NVIDIA a énormément investi ici. La majorité des talents en intelligence artificielle mondiaux sont présents. Donc, vous savez, vous pouvez nous détester autant que vous voulez, mais au final, c'est ici que nous détenons une grande partie de cette intelligence de base de données qui va diriger le monde. Les gens ne réalisent pas qu'en voulant nous boycotter, ils se boycottent eux-mêmes. Cela me rappelle Mandani. J'étais à New York la semaine dernière et j'ai commencé la journée en rencontrant quelques amis juifs à moi qui avaient été très impliqués dans la campagne de Cuomo. Et au début de la journée, tout le monde était plutôt positif. Comme pour Trump, il était possible que les sondages se trompent et que les gens n'avouent pas voter pour Cuomo. Et au fil de la journée, cela s'est accentué. Plus qu'un raz-de-marée. Mais comme il y avait... Car ils avaient SOAS, donc... Oui, mais même s'il y est allé, Il aurait perdu avec 32 000 voix d'écart. il aurait quand même perdu. J'en veux aux Juifs pour Mamdani, pour être honnête, mais ça, c'est encore autre chose. Mais devine quoi? Il n'y a pas tant de Juifs que ça. Cuomo n'était pas une bonne candidate. Parce qu'on n'est jamais vraiment sûr. Tu pourrais blâmer les démocrates. Une personne présumée prédatrice sexuelle n'est pas vraiment une bonne candidate à présenter. C'est vrai, c'est exact. Ce n'était pas... Si tu n'as que de mauvais choix, personne ne gagne. Oui, New York a clairement perdu et les sociaux-démocrates d'Amérique ont leur petite liste de courses de ce qu'ils veulent de Mamdani et juste... Ils avancent avec leur plan. Mais tout, il n'y a pas une seule chose qui n'ait pas un rapport avec le boycott d'Israël, pas une seule chose. Pas les bus gratuits, je veux dire, ce sont les sociaux-démocrates d'Amérique. Cela n'a rien à voir avec le socialisme, juste avec la haine des Juifs, car c'était leur programme depuis le début. Et devine qui a admis avoir aidé Mamdani depuis le début? Nous avons déjà eu ce grand retour plusieurs fois, mais nous n'y consacrerons pas beaucoup de temps. Linda Salsur est de l'attention. Je suis plus silencieuse en ce moment car je suis du côté calme de la course. Je vous dirais qu'une fois le 4 novembre venu, je raconterai l'histoire. L'histoire, ce n'est pas seulement que c'est par hasard que Zehran est arrivé à cette place, ce sont nos communautés américano-musulmanes. Et je dirais aussi que c'est l'argent musulman. Les comités d'action politique ayant soutenu Zehran représentent probablement plus de 8% des donateurs américano-musulmans du pays. Des donateurs fortunés et de base. Et je veux souligner que le Unity and Justice Fund, comité d'action politique, qui est le super comité d'action politique du CARE, a été le plus grand donateur institutionnel au comité d'action politique pro-Zehran à New York. Donc, en gros, Mamdani, comme Bellamy l'a dit la semaine dernière, je crois, est en quelque sorte le parfait exemple. C'est comme s'il était l'enfant du wokisme et de l'islamisme. Ils auraient eu un enfant, Mamdani. C'est ce que nous avons. Que se passe-t-il à Londres avec toi, Mayas? C'est génial, on adore. Vraiment merveilleux. Je le recommande. C'est vraiment drôle. J'ai aussi passé beaucoup de temps à New York cette année, et cette ville est toujours folle, non? Mais à l'approche des élections,
J'y étais juste avant Rosh Hashanah et ça semblait plus fou que jamais. C'était comme s'ils se préparaient pour une nouvelle vague de folie. Mais je pense qu'ils nous aiment bien. Ils sont tellement obsédés par nous. Je ne vois pas d'autre raison. Ils ne nous laissent jamais tranquilles. Quel est leur problème avec les Juifs? Ils n'obéissent pas? C'est insensé. Vraiment, je ne comprends pas. En ce moment, il se passe plein de choses partout. On dirait que tout le monde est obsédé par nous, qu'ils nous aiment ou ils nous détestent, mais il n'y a rien d'autre dans l'univers. Apparemment, il n'y a aucun autre problème en Amérique à part Israël. Ou le Soudan, idée. C'est la seule chose qui se passe et c'est vraiment quelque chose de très effrayant. Vous savez, l'autre jour, je suis allée au cinéma. Je ne vais plus jamais au cinéma. Je suis allée au cinéma voir un excellent film, Nuremberg, que j'ai recommandé à tous. Donc, c'était entièrement à propos de comment... Ça a l'air inspirant. Non, mais C'est un film léger? tu es très légère, comédie romantique, comédie romantique. Mais ce n'était pas le cas. C'est très pertinent aujourd'hui, car cela traitait surtout de la manière dont ils ont décidé de juger les nazis. Sous quelle juridiction et comment cela pourrait devenir une affaire internationale? Maintenant, en Israël, il y a un débat. Comment allons-nous juger les terroristes Noukba? Comment faisons-nous cela? Quel est le mécanisme que nous utilisons? Est-ce qu'on les condamne réellement à mort? Je pense que tout le monde autour de la table est d'accord pour dire que nous devrions le faire. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Y aura-t-il une guerre? Oui. Devons-nous juger les terroristes Noukwa et les pendre? Oui. Et Israël doit-il arrêter le Liban ou le Hezbollah au Liban sur le champ? Nous sommes essentiellement revenus à essayer de les bombarder pour qu'ils retournent à leur ligne. Et bien sûr, le monde nous accuse de violer le cessez-le-feu, alors que ce sont eux qui l'ont violé en se réarmant. Et donc, où tout cela va-t-il finir? Cessez-le-feu, il viole le droit international et 2 résolutions de l'Organisation des Nations Unies, Ils violent l'une des... celle de 59 sur le désarmement. Oui, c'est choquant. Oui, et les troupes internationales qui ont été déployées là-bas, je veux dire, elles étaient complètement inutiles. UNIFIL. Oui. Ils n'ont plus UNIFIL. Je ne sais pas qui surveille ce cessez-le-feu, mais on dirait que le monde le souhaite vraiment. Nous voulons aussi un cessez-le-feu. Mais la réalité de la situation, c'est que ces djihadistes ont le vent en poupe et la raison pour laquelle ils ont cet élan, c'est à cause de Mandani. Et le fait que le monde suive cette folie, où cela va-t-il s'arrêter? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Nous ne voulons pas seulement un cessez-le-feu, mais la paix. Nous l'acceptons car il nous apporte plus de tranquillité. Oui, oui. C'est la réalité. Ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Ils ne veulent pas voir non plus. Ils veulent juste, comme tu l'as dit avant, la paix entre les morceaux. Oui, la paix entre les guerres, Ouais. c'est un peu déprimant. Le gouvernement du Liban, en fait, je pense que pendant longtemps, n'a rien dit quand nous éliminions des terroristes. Éliminions des terroristes. Éliminions des terroristes. En réalité, je pense qu'ils ne veulent pas du Hezbollah. Ils veulent les voir partir. Mais ils semblent vraiment incapables de s'y joindre officiellement à cause de toute la pression autour d'eux et de tout le... On me l'a expliqué en disant qu'ils ne savent peut-être pas comment faire. Après tant d'années, il y a cet État dans l'État, Hezbollah ici, sans savoir quoi faire. Je ne sais pas. Et je me souviens, le Hezbollah est très intégré au gouvernement. Je veux dire, ils ont pris en otage tout ce pays. Et Oui. Je précise encore que lorsqu'on dit Hezbollah, on parle de la République islamique d'Iran, Oui. qui occupe le Liban. Et c'est eux qui sont derrière tout ça, c'est eux qui financent tout ça. Oui. Et ça a été leur mission depuis le premier jour avec la création du Hezbollah au Liban. Donc, c'est une catastrophe pour le Liban. C'est une catastrophe pour le Liban qui est malheureusement à notre frontière. Dans le nord d'Israël, des personnes formidables tentent de reconstruire ces communautés. Sous un nouveau jour, avec une vision pour essayer de vraiment ressusciter, mais aussi faire prospérer le nord. Nous avons la même chose dans le sud. Cela peut être une opportunité pour Israël, mais avec ces personnes et menaces, ce n'est pas certain. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont rentrés chez eux. J'ai des amis vivant à la frontière, partis 1 an et demi. Oui, ils ne l'éteignent pas. Vivre ainsi avec des parents dans divers contextes. Hôtel? Dans des hôtels où mes amis allaient avec leurs parents au kibbutz et il y avait genre 1000 personnes dans une toute petite maison. Oui. Ils veulent y retourner mais ne peuvent pas. Si quelqu'un les surveille à la frontière, prêt à tirer, oui, ils sont fous. Mon problème, mes critiques de longue date contre le gouvernement israélien à Gaza, au Liban ou ailleurs, on tourne la pelouse, mais ça ne marche pas. C'est encore et encore en 2008, en 2012, en 2014, en 2021 et aussi maintenant, comme si c'était normal. Oui, tu as quelques années de calme, tu as quelques années de paix, où ces sociétés peuvent progresser, où ces communautés peuvent se reconstruire. Parfois, c'est génial.
C'est mieux qu'un état de guerre constant. Mais en même temps, si tu dois mener une guerre, alors il faut juste finir le travail. Pourquoi notre gouvernement ne termine-t-il jamais le travail? Eh bien, Je sais maintenant qu'il y avait des enjeux politiques avec les États-Unis. oui. Mais ils auraient pu le faire avant. Pourquoi n'ont-ils pas réglé ça lors des autres occasions? Mais s'il n'y a pas de vide, si on élimine le Hamas, qui prend la suite? Ne visez pas le Hamas attaquer la tête du serpent. Eh bien, je suis d'accord avec toi sur l'Iran. D'ailleurs, ce qui m'a attristé, c'est que nous avons terminé la guerre avec l'Iran quand nous l'avons fait et que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout pour tuer Khamenei. Et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait, c'est parce que les Américains ne voulaient pas que nous allions jusqu'au bout. Les Américains ne voulaient pas que nous allions au bout à cause de l'aile isolationniste du Parti républicain qui pense nous rendre service alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Ils nous ont arrêtés. J'étais très triste pour le peuple iranien de ne pas avoir pu les aider. Encore une fois, qui arrive et prend la place? Eh bien, à l'intérieur de l'Iran. Je veux dire, je pense qu'on pourrait faire tout un épisode rien que sur ce sujet. Il existe de nombreuses opinions sur une même personne. Oui, il est le plus populaire, mais tout de même. Je ne sais pas s'il a la majorité des gens ou on ne sait pas s'il a la majorité des gens à l'intérieur de l'Iran. Il a proposé un plan de transition, non pour gouverner, mais pour superviser une période intérimaire et organiser un référendum. Beaucoup de planification est en cours. Il collabore avec le gouvernement américain et d'autres gouvernements européens ayant déjà accompli certains progrès. Mais ce qui fait obstacle, c'est l'Occident. C'est-à-dire, ils n'ont pas déclenché une guerre ou renversé le régime, seulement cessé de soutenir la République islamique, ce qu'ils font toujours en ne respectant pas les sanctions ou en concluant d'autres accords. Et nous l'avons vu se produire encore, et cela va continuer. Et une chose de plus que je veux mentionner et qui est vraiment importante à comprendre, c'est que les Houthis ont annoncé qu'ils reprendraient les bombardements contre Israël si le cessez-le-feu à Gaza ne tenait pas. On a un peu tourné les Houthis en dérision et s'est moqué de leurs missiles balistiques qui sont tirés ici et là. Et bien sûr, ils sont minces. Nous ne les prenons pas au sérieux. Nous avons besoin de volontaires, je le souligne. Oui, Nous le sommes vraiment. en train de danser et non pas qu'ils... Pas eu de vidéo de danse depuis longtemps, comme si on en voulait encore une, tu sais. Santé mentale. Santé mentale. J'aime qu'ils discutent autour du camp. Tu veux quel département? Lancer des missiles? Moi, la troupe de danse. Oui, c'est fou. Et ils montent sur les bateaux avec le drapeau israélien. Oui, on dirait vraiment une fête. Mais en tout cas, on sait que l'Iran déverse toutes les ressources qu'ils ont. Le régime islamique investit toutes ses ressources chez les Houthis et d'autres groupes par procuration pour les renforcer. Pourquoi? Parce que même avec toutes nos campagnes de bombardement et les États-Unis d'Amérique qui bombardent le Yémen, nous n'avons rien fait d'efficace. Nous n'avons rien fait pour éliminer les Houthis, ce qui fait que la République islamique va désormais redoubler d'efforts avec eux. Et ce sera pire, car nous n'avons fait que tondre la pelouse. Mais je veux dire, n'ont-ils pas leurs propres problèmes? J'ai entendu dire que non, rien du tout. Ça compte, mais Qu'ils meurent de faim, qu'ils n'ont pas d'eau. Dans 2 mois, ils manqueront d'argent et devront déplacer la capitale en Iran. oui, Tu es dans une situation où tu déplaces ta capitale et tu penses avoir gagné. Et tu exportes toujours du terrorisme et $1 milliard. Honnêtement, ce n'est pas viable, non? Je ne comprends pas. Comment ils survivent? Leur mouvement est suicidaire, sans souci de durabilité. Bon, ils sont suicidaires, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau national. Bien sûr, ça n'a aucun sens pour nous. Nous, on est plutôt du genre construire, 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 tu sais, créer, 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 réparer, réparer, réparer. Et eux, c'est plutôt ruiner, 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 détruire, 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 tuer, tuer, tuer. Mais c'est ce qu'ils font. Donc oui, ce n'est pas durable et ils ne changeront jamais. Donc ma question au final, c'est, Émilie, je t'entends, je suis d'accord avec toi. On doit aller jusqu'au bout. On doit faire en sorte que le monde arrête de les soutenir. Mais Comment? ils ont raison, tu vois. C'est comme un train fou sans frein, ni frein d'urgence, même plus sur les rails. Ils détruisent tout, tout simplement. Alors, qu'est-il arrivé? contrairement à l'Afghanistan, contrairement à l'Irak, l'Iran a une histoire différente et les gens veulent autre chose. Et c'est une population immense qui a déjà montré qu'elle est capable de diriger un pays de façon bien plus appropriée que ce qui s'est passé, que ce qui se passe actuellement. Donc nous devons avoir un front uni contre la République islamique. Cela inclut la rupture des relations diplomatiques. Que fait l'Europe? Que font-ils? Pourquoi permettent-ils encore? Aucune stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune stratégie pour un changement de régime. C'est ça le problème. Ils préfèrent, comme tu dis, les gérer au lieu de s'en débarrasser, alors que nous devrions le faire pour leur peuple. Oublie-nous, oublie le reste du monde. Je veux dire, ils sont la force instable du monde, la force instable du monde.
mais leur propre peuple est misérable, affamé et assoiffé. Leur peuple veut une révolution, pas une réforme. Après la Révolution verte, presque tous ont rejeté cette idée en l'ayant constatée. Dans la République islamique, la structure du régime remonte toujours à l'ayatollah et aux principes de la jurisprudence islamique. On l'appelle en anglais tout est centré, toute la structure est construite ainsi. Il n'y a rien à réformer là-dedans. Non, il n'y a pas de réforme possible. La seule option, c'est de faire tomber le régime. Absolument, il n'y a aucune réforme. Les réformistes sont des imposteurs. Ça veut dire que leurs enfants s'amusent comme des fous en Europe et en Amérique, mais tout le reste du pays est misérable. Nous y sommes, mesdames et messieurs, au Moyen-Orient. Nous pensions avoir détruit l'anneau de feu dont les architectes étaient l'Iran. Nous avons des ennemis du Hamas au sud qui semblent maintenant avoir été sérieusement affaiblis. Au moins, nous avons une zone tampon, mais ils ne sont pas partis. 150 d'entre eux sont coincés dans un tunnel. D'ailleurs, ils voulaient utiliser ce tunnel pour négocier le corps de Hadar Golding, jusqu'à ce que même la Turquie doive intervenir et dire non. Oui, mais maintenant, ce sont des civils. Il y a 150 à 200 civils. Des civils piégés avec des explosifs dans le tunnel. Oui, des civils au moins. Nous savons qu'ils ont stocké assez de nourriture pour se nourrir eux-mêmes. Et je suis très, très heureuse qu'Israël tienne bon avec ce choix, se rendre ou mourir. Et vraiment, c'est ça, nous ne pouvons pas laisser partir ces gens-là. Et vous savez, j'entends sans cesse que les Américains veulent que nous utilisions cela comme modèle pour accorder l'immunité afin que le Hamas puisse partir. Et ça va être comme un petit projet pilote. Non, non. Les terroristes coincés dans un tunnel qui ont torturé nos otages, qui ont tué nos soldats, ne vont pas recevoir un passe-droit pour un hôtel 5 étoiles en Égypte. C'est ce que vous demandez. Honnêtement, je descendrai dans la rue pour cela. Oui, je protesterai contre cela. Et je pense qu'il y a un consensus dans ce pays. Encore une semaine dans la belle et ensoleillée Israël que tu as rejointe en avion. Au moins, les vols ont repris, les vols ont repris. Vraiment? Oui, j'avais 3 sièges pour moi tout seul. Oh mon Dieu! Je ne sais pas ce que fait El Al, mais ils avaient un nouveau 777. Ils sont obligés de faire concurrence. Non, je ne veux pas laisser passer une occasion encore une fois. Ce n'est pas parce que les autres sont de retour. Nouveau vol. Avec le retour des autres, je ne comprends pas. Mais j'avais 3 sièges pour moi. C'était la classe affaires version pauvre. Oh. Je suis ici uniquement pour cette raison. Venir ne m'a presque rien coûté. Oh, c'est bon à savoir. Pourquoi être triste à Londres alors que tu peux être en ville? Eh bien, c'est exactement ça. Malgré tout ça, c'est notre époque. Tu marches dans la plupart des rues de Tel Aviv, tout le souk à Jérusalem, et tu passes quand même un super bon moment ici en Israël. Très bien. Eh bien, maintenant, nous avons tellement de crapules dont il faut parler. Nous passons à notre rubrique favorite, crapule de la semaine. Mesdames et messieurs, crapule de la semaine. Je dois dire, on m'arrête régulièrement dans la rue, crapule de la semaine, et des gens viennent me voir et se portent volontaires. Des crapules tout le temps. J'adore ça. Et nous revoilà avec la crapule de la semaine. Shoshana. Mes crapules de la semaine. Ben, il y a 2 semaines, je n'étais pas ici, j'étais à Paris, puis à Londres. Et donc, c'était vraiment choquant. Un peu encore plus de voir cette vidéo. Mes crapules de la semaine sont ceux qui ont allumé des fumigènes lors du concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris. Regardez ça. C'était terrifiant. On ne sait pas ce qu'on regarde. Et il y a du feu. Oui, oui, il y a des flammes qui jaillissent. À Paris, bien, on peut être partout à tout moment, mais là, c'était trop proche. Ce n'était pas près de moi, mais proche des autres. J'adorais Paris et j'ai passé un bon moment malgré un travail difficile. Ce sont vraiment des salauds d'être aussi odieux. Désolée, je ne peux pas dire. Les salauds de la semaine, c'est Le combat. Je sais, mais j'ai envie d'utiliser d'autres mots. Oui. Quoi? L'Orchestre philharmonique a répondu en jouant une tikva, ce qui est tellement israélien, et le public s'est levé. Ils ont tout gâché en lançant des fumigènes pendant le spectacle. Ensuite, on a joué une tikva, tout le monde debout. Les Israéliens, les Juifs disaient « un mardi comme un autre ». Donc vous êtes mes pourris de la semaine et c'est probablement la chose la plus importante que vous ferez jamais de votre vie. Tu sais, ces pourris gâchent presque chaque expérience culturelle. Oui, partout. Oui, et j'ai l'impression que les gens commencent à en avoir un peu marre. Enfin, j'espère. J'espère, oui. Moi, j'en ai déjà marre de regarder ça. Les gens sont juste des gens ordinaires. C'est quoi ce chant qu'ils font en Grande-Bretagne? On en parle dans une seconde. Comment tu dis ça en français?
Oh, laisse-moi réfléchir à ça. D'accord, Stéphane, à ta toute première fois, je veux dire, en Russie. Oh non, dans l'émission, il y avait beaucoup de salauds dans ma vie. Je veux dire, je sais qu'Emily était là, donc ce sera amusant. Mais cette semaine, je veux particulièrement que mon salaud soit le chef de la police, Craig Guilford, des West Midlands Police. Et la raison pour laquelle je le choisis, c'est que je suis un fan de football. On ne le pense pas souvent, mais je soutiens Leyton Orient et j'aurais dû demander de l'aide il y a longtemps. En retard à Venise. Leyton Orient. Je sais, juge, personne n'en a entendu parler ici. Le traumatisme générationnel de mon père. Oui, il gère les Juifs. Je m'occupe aussi du club des supporters juifs qu'on vient de lancer, car je ne fais pas assez de groupes juifs chaque jour. Je les fais le soir. Pas pour les Juifs. Non, je le suis vraiment. Pas de Juifs ici. Le chef de la police a publié mercredi, avant le match, un communiqué liant cela au hooliganisme. C'est pourquoi ils ne l'ont pas fait. Le hooliganisme Des supporters du Maccabi Tel Aviv, c'était pourquoi ils ne les autorisaient pas là-bas. J'ai lu les rapports d'Amsterdam sur lesquels c'était basé. Ce n'était pas sur les Juifs en général, mais sur ceux agressés et hospitalisés. Ensuite, j'ai vu ce qui s'est passé. Parce que j'étais ici, j'aurais été là-bas avec les autres personnes formidables qui sont allées contre-manifester comme Emily, mais j'étais chez les Suns, des décisions difficiles. Et j'ai regardé ce qui s'est passé. Il y a eu 10 arrestations. L'un était un feu d'artifice lancé au sol, 2 étaient des actes de haine à caractère racial envers les Juifs, et un concernait quelqu'un qui refusait d'enlever son masque. J'ai déjà manifesté avec des gens comme Emily. Nous ne portons pas de masque, donc nous savons ce qui se passait là-bas. Dehors, certains disaient qu'il ne fallait pas avoir de pitié pour les supporters du Maccabi, considérés comme des tueurs de Tsahal. Alors vraiment, monsieur le chef inspecteur, qui fait aussi actuellement l'objet d'une enquête pour des accusations de discrimination? Ah, voilà. Pour qui? Discrimination envers qui? Racisme et homophobie. Ah, d'accord. Alors, vraiment, c'était ça? Les Juifs? Je ne pense pas. Donc vous, monsieur, êtes mon salaud de la semaine. Bien sûr. En voyant cette vidéo, je me suis dit, quelle connerie. Cet homme tente maintenant de justifier après coup une décision sur le hooliganisme qui n'a jamais existé. Annulé, le Maccabi Tel Aviv a reçu des billets et a répondu en fait. Non, nous n'en voulons pas car vous ne pouvez pas nous protéger. Et ils avaient raison. Émilie, parlons de tes crapules. Oui, donc mes crapules, c'était les manifestants au match Aston Villa contre Maccabi Tel Aviv. Maintenant, juste pour que tout le monde comprenne le contexte, pour ceux qui ne suivent peut-être pas tout le football anglais. Je suis impressionnée. Tu as dit football et non soccer. Bravo, Émilie. Je dis toujours ça, c'est devenu une habitude. Mais oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont en fait interdit tous les supporters du Maccabi Tel Aviv sous le faux prétexte qu'il y avait trop de hooliganisme. Ce qui est très ironique quand on regarde certains des comportements racistes et sexistes et homophobes et les chants faisant l'apologie de la violence que l'on entend dans pratiquement tous les clubs de football au Royaume-Uni, partout dans le monde, pas seulement au Royaume-Uni. Par exemple, si tu regardes vraiment ce qu'ils chantent en Amérique du Sud, tu trouves ça fou. Tout ça, c'est de la folie. Israël, c'est rien comparé à certaines choses qui se passent ailleurs, donc c'est ridicule. Nous y sommes entrés et nous avons entré les choses qui viennent. Vous êtes les originales. Oui. Donc, j'ai finalement réussi à obtenir des billets pour ce match en tant que supportrice d'Aston Villa, pas pour le Maccabi Tel Aviv. Cette section du stade était totalement vide. Ils ont fermé toute la section. Oui, c'était vide. C'est ridicule. Les photos sont dingues, comme si la moitié du sol n'était que du vide. Tu as donc pris un billet comme supportrice d'Aston Villa? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai encouragé Aston Villa. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le club était contre cette interdiction. Leurs supporters étaient contre cette interdiction. Les supporters présents au stade étaient très solidaires et soutenaient même le Maccabi Tel Aviv. Ils ne les encourageaient pas, mais restaient respectueux. Vous savez, dans l'ensemble, c'était une très bonne ambiance, ce qui n'est pas forcément évident lors d'un match de football. J'apprécie vraiment que les supporters se soient opposés à cela dès le début. Et la raison pour laquelle les manifestants qui sont dehors sont mévoriens, c'est parce qu'ils ne sont même pas des supporters d'Aston Villa. Non, ils ont organisé une grande manifestation où des milliers d'anti-Israël scandèrent des slogans pro-Palestine et brandissaient des drapeaux de la République islamique. La plupart avaient le visage couvert, ce qui est illégal au Royaume-Uni. La police n'a rien fait dans la plupart des cas que j'ai vus. Lors des contre-manifestations pro-Israël, la police escortait ses voix à chaque coin de rue pour les protéger des foules islamistes. Ils les ont emmenés sur le terrain de basket entièrement grillagé. Oui, enfermés dans une cage, c'est pourquoi certaines personnes parlaient d'une cage à juifs.
c'était vraiment, vraiment écœurant à voir, rien qu'en regardant à l'extérieur du stade. Cependant, de moi-même, je n'ai pas participé à cette manifestation parce que j'allais en fait au match. Dans le stade, à un moment, j'ai été littéralement tirée de mon siège avec les 3 personnes qui m'accompagnaient parce que j'ai eu l'audace de porter un T-shirt sur lequel il était écrit « sioniste ». Bien que j'ai porté un pull tout le match à cause du froid, j'ai pris une photo avec ce T-shirt à la mi-temps. Cela a amené quelqu'un à se demander « quelles sont leurs tendances idéologiques ?» Quelqu'un a signalé au stade qu'il y avait une supportrice du Maccabi Tel Aviv, qu'il y avait une supportrice du Maccabi Tel Aviv qui m'a accusé de porter un maillot de football du Maccabi Tel Aviv, ce qui bien sûr n'était pas le cas. Les couleurs étaient différentes. Rien n'a été dit. C'était bleu et blanc, mais pas celui du Maccabi. En disant « oui, sioniste ». Alors, ils m'ont sorti devant des dizaines, littéralement des dizaines de policiers et de stadiers pour m'interroger sur ce qu'était mon T-shirt. Et si c'était vraiment un club de football israélien, ce qui, bien sûr, serait la fin du monde, ce n'était pas le cas. Après avoir compris la signification de Sion S, ils m'ont laissé retourner à ma place. Maintenant, pour leur crédit, ils ont été très polis. Mais le fait d'interroger quelqu'un de cette manière pour une plainte aussi ridicule est absurde et montre bien où se situe le problème dès le départ. C'est pourquoi Maccabi Tel Aviv a refusé les billets et demandé à ses supporters de ne pas venir faute de protection. Et encore une chose à propos de Birmingham, qui est ce véritable enfer islamiste, c'est qu'avant le match, les manifestants islamistes, encore une fois pas des supporters d'Aston Villa, avaient affiché des pancartes partout dans la ville disant « Génocidaires, tueurs de bébés, Maccabi, les joueurs de Tel Aviv ont été à Gaza pour tuer des enfants », ce qui, bien sûr, n'a aucune preuve. Je rappelle que le Maccabi Tel Aviv regroupe Israéliens, Arabes et Juifs. Absolument. Ils avaient aussi des pancartes disant si vous vous identifiez comme sioniste, appelez cette ligne d'assistance. J'ai évidemment une photo. Ils t'ont trouvé. Moi, ça avait l'air excitant, mais c'était vraiment une scène laide et triste. Je sais que beaucoup des groupes anti-Israël discutaient aussi pendant le match lui-même, disant qu'ils essayaient d'identifier dans quels hôtels les joueurs se trouvaient, les hôtels que les fans tentaient de les identifier. Donc, dès que le match était terminé, on a filé en douce et on n'a pas voulu traîner trop longtemps à Birmingham. Je pense qu'il était important qu'il y ait des voix opposées, comme les contre-manifestants, moi-même et ceux venus avec moi pour ce match. Il est aussi important que les supporters d'Aston Villa se soient exprimés ainsi. Je les félicite. Mais mes salauds, ce sont ces manifestants ignobles et je vais en rajouter une couche sur tes salauds avec la police. Parce qu'ils savaient que cela allait arriver. Depuis des semaines, ils ont laissé cette manifestation se tenir. On aurait dit un match de football pour la Palestine. Mais non, ils politisent que tout ce qui concerne le sport. C'est scandaleux. Ils ont fermé certaines écoles plus tôt, Pour sortir manifester. juste parce qu'il se passait des choses à Birmingham. Oh mon Dieu! Oui, ils sont tellement foutus. Non, Magnifique. c'est très mauvais. C'est un vrai présage. C'est comme une fenêtre sur d'autres choses d'avenir, je pense, à moins qu'il y ait un changement radical. Mais bravo à toi, Émilie, d'y être allée pour avoir risqué ta vie. Tu es une vraie sioniste. C'est tellement calme. Et honnêtement, c'est juste, je veux dire, si vous arrêtez Émilie et son amie parce qu'elle porte un T-shirt, alors où en êtes-vous arrivés? C'est vraiment ridicule. Oui, nous sommes des hooligans violentes. Violence? Hooligans, oui. Au moins, tu rends les hooligans glamour. Très bien. Eh bien, je reste avec le Royaume-Uni. Aimez vaut rien cette semaine et nous les avons déjà eus auparavant. Mais cette fois, c'est très précis. C'est la BBC, mais surtout les 2 personnes qui ont démissionné hier, Tim Davie, qui est le directeur de la BBC, et Deborah Turness, qui est la directrice de l'information pour la BBC, et j'ai toujours aimé un salaud qui finit bien. Mais allons-y. Allons simplement. Allons-y, passons en revue pourquoi la BBC est composée de tels salauds et pourquoi cet homme et cette femme. La responsabilité leur incombe pour avoir diffusé 5 ans d'informations terriblement biaisées, surtout, bien sûr, ces 2 dernières années. Lors de la guerre à Gaza, ils sont surtout devenus les porte-parole du Hamas, une organisation terroriste. Tout d'abord, ils ont refusé de les qualifier de terroristes. Ils les appelaient armés,
Peu importe, parcourons simplement quelques exemples. Ils se sont complètement trompés sur l'hôpital Al-Haï. Ils ont affirmé que nous avions bombardé et tué des centaines de personnes. Il s'est avéré que c'était une roquette du Hamas ou du djihad islamique, et bien sûr, il n'y avait que quelques morts quand c'était leur roquette. Ensuite, ils ont dit à une présentatrice de la BBC que les forces israéliennes visaient des civils et des équipes médicales, alors qu'en réalité, la citation avait été mal traduite. Surprise, ils ont dit « Oui, désolé, nous avons dû nous rétracter ». Des équipes médicales étaient présentes, mais ce n'était pas une cible. Ensuite, ils ont continué en disant que nous étions responsables, que nous agissions pour provoquer la famine. La famine! Ils ont photographié des enfants mis en scène en déclarant « Voilà la famine ». Ils ont pris des photos, comme le New York Times bien sûr, d'enfants atteints de maladies congénitales et ont dit que nous les affamions. Ils ont aussi réalisé ce célèbre documentaire de la BBC sur la vie difficile d'un petit garçon à Gaza. Sauf qu'il était le fils d'un ministre du Hamas. Ils n'ont pas vérifié et même après l'avoir découvert, cela ne les a pas dérangés. Mais rien de tout cela n'aurait poussé Tim Davey et Deborah Turner à partir. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'ils admettent enfin qu'ils sont à la tête d'un média islamiste pourri? Quand ils ont pris une cassette de Donald Trump et ils l'ont découpée et manipulée pour faire croire qu'il appelait les gens à prendre d'assaut le Capitole. Regardez ça. Nous allons marcher jusqu'au Capitole et je serai là avec vous. Et nous nous battons comme des diables. Puis il s'est avéré qu'ils ont pris une phrase d'ici, une phrase de là et une phrase d'ailleurs, et ils ont tout assemblé de façon très malhonnête. Nous allons descendre avec qui vous voulez. Mais je pense qu'ici même, nous allons descendre jusqu'au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs, députés et députées. L'une de nos grandes réussites sera la sécurité des élections, car personne avant moi n'avait la moindre idée à quel point nos élections étaient corrompues. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici, quelque chose ne tourne vraiment pas rond, ça ne peut pas être arrivé. Et nous nous battons comme des diables, et si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays. Et donc, aucune haine anti-juive ni aucun parti pris anti-Israël. Cela ne les émouvait pas, car c'était leur raison d'être. Ils ont réagi quand la Maison-Blanche a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et ça, c'était une vraie manipulation. Mais nous savons que la manipulation qu'ils ont faite, Trump n'était que la cerise sur le gâteau de la manipulation qu'ils mènent contre Israël et contre les Juifs depuis quelques années, surtout pendant la guerre. Donc, comme je l'ai dit au début, j'adore un salaud qui finit bien et la fin heureuse ici, c'est que Tim Davey et Deborah Channels, vous êtes dehors. Et espérons que la BBC pourra être rachetée en faisant venir des journalistes sérieux et impartiaux. Essentiellement, qu'est-ce que le service de diffusion du gouvernement, qui est financé par le contribuable britannique? Et s'ils ne le font pas, je suggérerais que les contribuables britanniques cessent de payer leurs redevances. Parce que ceci, c'est une blague. On vous paie pour être endoctriné par une bande de haineux. Donc voilà mes escrocs de la semaine. Vous savez, ça montre vraiment que quand ils arrivent à faire ça aux Juifs, oui, finalement, quand ils s'en sortent, et que personne ne les dénonce, et que personne ne proteste, ils n'ont aucun problème au travail malgré la diffusion de fausses informations ou de journalisme mensonger. C'est comme, oh, peut-être qu'on peut continuer, peut-être qu'on pourrait y arriver. Non, tu es une menteuse du début à la fin, mais tu n'as été prise que lorsque tu l'as fait avec Trump. Et je dis à tout le monde, à la maison, que si vous voyez quelqu'un qui est malhonnête et manipulateur quand il s'agit des Juifs, soyez simplement vigilants. Prenez un peu de recul parce qu'il y a une raison pour laquelle ils font ça et ce n'est pas dans votre intérêt. Mais je pense que ce qui est encore plus choquant, c'est que si tout cela est sorti maintenant, c'est en partie parce qu'il y a des preuves. Il y a par exemple des notes internes qui montrent qu'ils savaient que les histoires qu'ils rapportaient étaient fausses. Fausses, mais ils les filment quand même car cela sert leur récit. Donc, il ne s'agissait pas de raconter les informations, mais de faire en sorte que l'histoire corresponde à ce qu'ils avaient inventé. Je n'ai pas regardé les infos chez moi depuis mon retour d'Israël après le 7 octobre. Eh bien, parce que je l'ai allumé. Les infos Grande-Bretagne sont correctes. Les infos Grande-Bretagne sont à peu près les seules. Oui. Je comprends pas. On dirait que c'est filmé avec une patate. Ils doivent régler ça.
Mais je suis rentré d'Israël, où je regardais les infos, que je comprenais à peine. La qualité n'était pas bonne. Non, je comprenais à peine, mais je voyais ce qui se passait. Revenu de Man, dans un kibbutz avec une caméra, mauvaise chose, liste de noms. En rentrant chez moi, 4 personnes dans le studio disaient « Tu sais, ce qu'ils pensent t'avoir dit a pu arriver, c'est possible. » Et en continuant dans ce terrier de lapin, genre « Désolé, je suis avec maman, on gère les roquettes qui arrivent, on ne parle pas de ça. » Alors j'ai décidé, pas de nouvelles pour moi. Je regarde seulement les infos Grande-Bretagne I24 parfois. Ça n'en vaut pas la peine. Et je ne sais évidemment... Bien sûr, non, mais vraiment, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, qu'ils ne rapportent pas les infos. Ils ne rapportent tout simplement pas les infos. Ils ont une histoire, un agenda, tout est juste, comme Al Jazeera, sans parler de BBC Arabia. Je veux dire, là-bas, ils prennent essentiellement. Leurs commentateurs sont des membres du Hamas, leurs journalistes sont des membres du Hamas avec une carte et ils ne révèlent jamais l'affiliation de leurs soi-disant journalistes lorsqu'ils les interviewent. Et donc, cela sort comme si c'était un reportage soi-disant décent. C'est vraiment ça, exactement comme tu dis. Les Juifs sont comme le canari dans la mine. Si on s'en prend à eux, cela finit par toucher tout le monde, comme dans le poème connu. Mais nous avons besoin de garder notre bon sens. Et c'est pour ça que nous trouvons toujours des héros de la semaine. Shoshana, qui est ton héros cette année? Oh là là, j'ai regardé cette vidéo tellement de fois. Oui. Il suffit de le jeter à la poubelle. Jonathan Carton, tu es mon héros. Merci pour cette image et je suis désolée que tu aies dû traverser ce que tu as traversé. Il était et est toujours réserviste de l'armée israélienne et il parlait à Toronto. Je crois que son oncle a malheureusement été assassiné par un terroriste et que le terroriste a été relâché. Oui. Dans le cadre de l'accord récent pour libérer les otages. Donc, il parle à Toronto. Et comment les as-tu appelés? Des ordures pro-palestiniennes ordinaires sont venues manifester contre lui et se sont montrées de plus en plus violentes. Ils ont brisé une porte en verre. Ils ont vraiment forcé le passage jusqu'aux personnes juives qui se trouvaient derrière la porte. Il a juste dit de laisser tomber, s'est retiré puis les a sortis un à un. Regarde absolument cette vidéo. J'ai l'impression qu'à chaque fois que ça arrive, tu vois, je ne suis pas fan de football, je suis américaine, donc peu importe le football, mais c'est le genre de choses que je soutiens. Je pourrais regarder ça encore et encourager mon équipe parce que c'est exactement le genre de choses qui me rendent tellement heureuse à voir. Des gens bien ou du moins des personnes qui défendent leurs convictions, qui sont juste là comme « Ouais, continuez, ne vous arrêtez pas. » Oh non, mais quoi, qui es-tu? Tu n'as aucune colonne vertébrale, tu ne sais rien. Tu restes là avec ton masque et tu cries. Et puis quelqu'un se prend vraiment au sérieux et dit « Je ne vais pas me lever », du genre « Je ne vais pas tolérer ça, je vais t'affronter ». Et tu te fais juste démolir là-bas, mes amis, tu te fais jeter dehors. Et si vous, à la maison, vous encouragez ce gars-là, ces gars qui restent juste là avec leur téléphone et leur kéfir enroulé autour d'eux, vous n'êtes pas dans la bonne équipe? Bien sûr, mais aussi, ne ressemble-t-il pas à des zombies qui crient? Chaque manifestation observée, c'est comme, ils ressemblent à des zombies hystériques. Des zombies, c'est ce que ça me semble, toutes sortes de... Impossible de leur parler, même si on voulait. C'est fou. Je veux dire, Jonathan est un ami à moi et j'adorais la façon dont il, tout simplement... J'adorais cette vidéo. Tu sais, genre, mise en favori. Je lui ai envoyé un message et il était genre, ouais, en gros, il ne savait pas. Mais il était blessé, tu sais, on rigole. Son poignet était couvert de lacérations. Des aspirations, ouais. Il faut un Graphics Interchange Format pour le partager facilement. Oui, fais-le, s'il te plaît, et envoie-le. On va régler ça. Bon travail, Jonathan, c'est un super héros. Émilie, qui est ton héros? Donc, mon héroïne cette semaine est Noga Erez, l'artiste israélienne qui a été beaucoup prise pour cible ces 2 dernières années. Elle a parlé du fait que beaucoup de ses concerts ont été annulés. Nous avons un extrait où elle parle. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de mon équipe de management disant que beaucoup de festivals et d'apparitions médiatiques qui m'avaient engagée ont annulé ma participation. Parce que je suis israélienne, j'aimerais vraiment que ce ne soit qu'un seul cas, mais la liste ne cesse de s'allonger. Ce n'est pas à cause de quelque chose que j'ai dit, c'est simplement parce que je suis née là où je suis née.
Je crois que boycotter les artistes n'apportera aucune solution. Je crois que bannir des chansons, des films, des pièces de théâtre, des livres, etc., ne va pas résoudre les problèmes du monde. Le monde est rempli de tant de souffrances. La quantité de douleur qui se produit en ce moment est dévastatrice. Je l'ai vu de mes propres yeux. Peut-être qu'en ce moment serait le meilleur moment pour nous d'essayer de trouver un terrain d'entente et de ne pas aggraver une situation déjà aussi merdique. Donc, comme vous pouvez le voir, malheureusement, l'un des sous-produits de ce conflit et de la politisation de tout ce qui touche aux arts et à la culture, c'est cela. Beaucoup d'artistes et d'athlètes israéliens ont été pris pour cible dans différentes circonstances. Malgré leur absence de lien avec la politique et leur critique fréquente du gouvernement israélien, cela ne suffit jamais pour les antisémites. Aujourd'hui, Noga connaît un grand succès à l'international. Elle a fait une tournée à guichets fermés partout dans le monde, malgré la situation de guerre. Lors de son concert de clôture à Mexico, elle a reçu des dizaines de menaces de mort et de violence. Ils ont tenté de la convaincre d'annuler le concert, la prévenant que des agressions visaient elle, son équipe et ses fans. Si elle maintenait le concert, elle l'a fait quand même comme elle devait le faire, donc bravo à elle pour ça. Ils ont vraiment essayé, malgré la forte sécurité, en attaquant certains fans et membres de l'équipe. Et je trouve ça dégoûtant. Mais je dois lui dire, en réponse à toute cette haine, je veux juste te dire bravo. Tenir tête à ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et tu ne devrais pas avoir à le faire, tu ne devrais pas avoir à le faire. Et le fait que tu le fasses juste à cause de l'endroit où tu es né et de ta nationalité, c'est ridicule. Je veux juste montrer un dernier extrait de Noga répondant aux détracteurs du boycott, des investissements et sanctions et à certains commentaires. Regardez. Noga Erast est ma héroïne de la semaine. Super! Exactement. Ces artistes ne veulent pas s'occuper de ça. Ils veulent juste chanter. Oui. Ils veulent juste être eux-mêmes. Absolument, tous ces artistes qui ont montré tant de courage ces dernières années, tant mieux pour eux. Steven. Waouh! Il y a autant d'options pour les héros qu'il y en a pour les salauds. C'est vraiment, vraiment génial. Je prends donc une autre direction. Récemment, j'ai soutenu les Juifs et les groupes juifs sur leur lieu de travail. De nombreuses grandes entreprises ont commencé. J'ai lancé celui d'Amazon. C'était un cauchemar. Explique-nous ce que c'est. C'est comme un Tsoc ou Hillel, mais au travail. Au travail, très bien. C'est beaucoup d'entre nous, comme ces groupes de diversité, d'équité et d'inclusion, où nous avons le réseau des employés noirs, le réseau des employés asiatiques, et ainsi de suite. Chez Amazon, après une longue formation sans mention des Juifs, j'ai demandé où ils étaient. On m'a répondu de créer un groupe. N'est-ce pas? Ce n'était pas le cas. Ce fut une paperasse interminable, un vrai cauchemar. On m'a dit, vous n'êtes qu'une religion, on ne fait pas les religions. On pourrait faire un épisode de 3 heures sur ce que je vois. Mais même si c'est un travail difficile, c'est vraiment un travail important et ça change un peu le domaine. Pour les Juifs sur leur lieu de travail, surtout depuis la guerre, qui est revenu travailler le 9 octobre, ceux qui écrivaient Free Palestine sur le Slack de leur entreprise, comme dans d'autres sociétés, voyaient cela. Et Al Jazeera était aussi partagé sur les ressources internes. Et puis, là, il y a quelques semaines, on a vu Microsoft, où il y avait des campements sur leur propre campus qui ont pénétré dans le bureau du président. Ils exigent tout cela, c'est un peu fou. Mais les gens veulent juste rester dans leur communauté juive au travail, car ils ne savent pas comment aborder la situation. Pas besoin que ce soit physique, juste un espace de discussion suffit. Donc mes héros sont toutes ces personnes qui font leur travail à plein temps et qui décident ensuite, en plus, d'être le leader juif dans cet espace. C'est vraiment difficile. Ils combattent l'antisémitisme et la haine tout en agissant positivement. Une centaine de fêtes de Hanouka auront bientôt lieu. Dans de grandes entreprises où l'on n'aurait jamais imaginé une fête de Hanouka ou de Purim. Ou distribuer des pommes et du miel à Rosh Hashanah et du gâteau au miel. C'était un concours de dégustation de gâteaux au miel où les gens... Des choses vraiment incroyables. Mes héros sont ceux qui ont osé agir et prendre l'initiative. Ils ont eu leur moment inédit. Ils ont dit « Me voici, je vais diriger ». Sympa, très sympa. Oh, bien joué. Et bravo à toi d'avoir mené la charge et lancé toute l'affaire. C'est triste. Je dois le faire, car aucune organisation ne le fait. Mon truc, c'est que j'ai quitté mon travail dans la tech. J'avais un super boulot dans la tech. Et j'y ai tourné le dos parce que c'est vraiment important qu'on se soutienne entre juifs. J'espère qu'on va avancer. Nous sommes maintenant une organisation à but non lucratif qui fait plein de choses sympas. La collecte de fonds débute, c'est super.
Oui, c'est une grande partie de tout ça. Bravo, c'est un travail important. Je sais ce que tu as accompli. Et ça décolle. Et je pense que c'est ce que les gens ne réalisent pas à propos de l'antisémitisme. Plus vous nous détestez, plus on se dit, d'accord, on va être encore un peu plus juif maintenant. Le juif ici, on comprend. D'accord, mon héros cette semaine, c'est Ben Shapiro. Parce que dans un nid de vipères, qui est devenu la droite woke dans le Parti républicain, le mouvement Make America Great Again, peu importe comment vous voulez l'appeler, avec des ordures comme Tucker Carlson, que nous avons déjà eu auparavant, qui est vraiment déterminé à ramener l'antisémitisme chrétien médiéval d'autrefois et à lui donner une tribune. Des haineux célèbres comme Nick Fuentes, qui est raciste, homophobe, misogyne, le disent. Les femmes veulent se faire violer. C'est ce type qui dit que les Noirs devraient, en gros, scander pour l'apartheid. Le vrai, pas celui qu'ils inventent et qui n'existe pas ici. La lie de l'humanité. Et Tucker Carlson donne une tribune à ce type. Les gens commencent à banaliser ce type et ses croyances terribles, terriblement intolérantes. Et personne ne dit rien. Et le directeur de la Heritage Foundation, qui est l'un des think tanks conservateurs de droite les plus importants, voire le plus important d'Amérique, dit « Oh, pourquoi vous en prenez-vous à Tucker? Nous rejetons la culture de l'annulation. Vous étiez responsable. Même vos collaborateurs se retournent contre vous. Mais je ne suis pas là pour parler de salaud. Je suis là pour parler du seul héros qui s'est réellement manifesté, le seul. Tu connais l'expression en hébreu qui finit par d'homme? Où est le... Tu sais? Exactement. Donc, c'est Ben Shapiro qui ne s'excuse jamais. Même s'il a perdu des abonnés, il s'en fiche et ça ne l'empêche pas de dormir. Mais il est allé dans les émissions en direct de Megyn Kelly qu'elle a faites. Il est allé sur sa propre chaîne et a essentiellement pris toutes les opinions les plus odieuses de Nick Fuentes et les a exposées au grand jour. Pour que les gens voient qui est ce petit ver et comment le fait de lui donner une plateforme banalise en fait ses idées. Non seulement la haine envers les Juifs, mais la haine envers tout le monde et comment tout le monde semble suivre le mouvement. Même le New York Times a fait un article presque flatteur sur Nick Fuentes où ils ont même mis, regardez ça, une photo où le petit vermisseau a l'air à peu près attirant, ce qu'il n'est pas. C'est le New York Times. Il donne une tribune à un raciste. Tant qu'il déteste les Juifs, c'est comme ça qu'il les admire. Nazi, admiratrice d'Hitler, admiratrice de Staline. Et Ben Shapiro a fait ce clip extrêmement viral. Je pense que c'est devenu encore plus viral que l'interview de Nick Fuentes avec Tucker Carlson où il disait « Voilà qui c'est ». Et toute personne qui le normalise, qui l'édulcore ou qui lui pose des questions complaisantes est complice de cette haine. Comme tu l'as dit, Shoshana, cela commence avec les Juifs, mais ce n'est pas seulement à leur sujet. Ces gens-là sont une mauvaise nouvelle. Et le fait que Ben Shapiro soit le seul à le dénoncer, je trouve que c'est honteux qu'il soit le seul. Mais je veux lui accorder le droit et le mérite d'être le héros qui le dénonce, parce que chaque génération en a besoin d'un. Et Ben Shapiro, c'est toi en ce moment. Donc Ben Shapiro est mon héros de la semaine. Donc en fait, j'ai déjà eu des désaccords avec Ben sur différents sujets, que ce soit... Bien sûr, mais comme tout le monde surtout. Je veux dire, pendant que tu parles, je me demande, et si Ben n'était pas dans cette situation? Et si Ben n'avait pas été qui il est, avec les positions et les opinions qu'il a? Et s'il n'avait pas obtenu ce genre de plateforme et qu'il n'était pas là pour faire ce travail de dire « Tu applaudis un nazi ?» Oui. Parce que si quelqu'un du Parti démocrate ou quelqu'un de gauche ou même centriste faisait ça, ça ne deviendrait pas viral comme ça. Et donc, j'ai l'impression que, tu sais, il parle de la reine Esther, tu vois. Genre, qui sait si c'est pour cette raison que tu es arrivée sur le trône, que tu es devenue la reine? Et je me demande si ce n'est pas peut-être le moment reine Esther de Ben Shapiro. Genre, peut-être que c'est pour ça, pour combattre cette folie dans son parti. C'est pour ça qu'il a construit la plateforme qu'il a bâtie au fil des années, qu'il a obtenu le respect qu'il a et qu'il a rassemblé autant de personnes qui le suivent. Et je me demande vraiment, tu sais, c'est en quoi les Juifs croient, non? Genre, c'est mon rôle. Tu l'as dit, mais j'avais un super job dans la tech, mais mon peuple a besoin de moi. Donc voilà. Mais Ben Shapiro, ce n'est pas seulement qu'il est un Juif orthodoxe, c'est aussi un grand mécène américain. Absolument. Donc, quand Ben Shapiro fait cela, il le fait parce qu'il sait que c'est mauvais pour l'Amérique. Bien sûr. Je l'admire vraiment, même si, comme toi, je ne partage pas toutes ses opinions.
mais c'est vraiment c'est le seul homme à sortir et à parler de ça. Oui, enfin, il y en a quelques autres que je connais. Dinesh D'Souza. Oui, Dinesh. Et aussi, l'officier Tatum s'est exprimé. Oui. Vous savez, il y a les conservateurs, mais en ce qui concerne le fait d'aller à fond pour disséquer qui est ce vers. N-I-C-K-F-U-E-N-T-E-S. Parce que Ben, il a de l'intégrité intellectuelle, ce qui est quelque chose que nous voyons être compromis par la force de la gauche ces dernières années. Le socialisme démocratique d'Amérique a détourné ce mouvement et maintenant la droite fait de même. Beaucoup de cela provient du Qatar et d'autres acteurs néfastes de la droite. Mais au lieu de vraiment rester fidèles à leurs propres principes conservateurs, ils trouvent des excuses. Des gens parce qu'ils sont amis avec elle. Et aussi Megyn Kelly. Wow, comment Ben l'a détruite dans cette interview incroyable. Il réfute tous ses arguments et elle répond « Je n'ai pas regardé. » Vraiment. Mais ton travail, c'est littéralement d'avoir une opinion. Tu es une chroniqueuse, tu devrais avoir une opinion. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, eh bien, je ne vais pas avoir d'opinion sur les gens qui disent des choses à droite. Je sais, ce n'est pas mon ami, mais quand il parle, c'est un peu pareil. Mais quand elle a interviewé Tucker Carlson et qu'elle ne lui posait que quelques questions difficiles, il a été tellement impoli avec elle. Oui, il l'a été. Il a été très impoli. Comme on dit en espagnol, c'est un antipatico. Tu sais quoi, moi? C'est comme s'il n'était tout simplement pas gentil, tu vois? Le tournant, c'est qu'il a assisté à un de ces événements où quelqu'un lui a posé une question et il a été très désagréable avec cette personne. Il n'a pas le charme ni la gentillesse de Charlie Kirk. Pourquoi, tu vois? J'espère que son étoile va commencer à décliner parce qu'il le faut vraiment, peu importe. Qatar? Non, ce n'est pas soutenu artificiellement. Il a clairement été soutenu par le Qatar. C'est vraiment différent. On a beaucoup parlé de l'Iran, mais le Qatar tente aussi à fond de faire tomber. Oui. Alors, sur cette note positive et avec nos héros, nous nous préparons à ce que la semaine prochaine nous réserve. Espérons de bonnes nouvelles et espérons que le reste de nos héros tombés au combat rentrera chez eux pour des funérailles dignes. Nous prions aussi pour la paix et la tranquillité. Merci de nous avoir suivis.